Et what's up les bergers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où cette fois-ci nous allons aborder le cas du porte-avions et des menaces. Je vais parler des menaces des missiles hypersoniques parce que ça fait couler beaucoup d'encre, que ce soit dans la presse et puis dans les commentaires j'ai vu pas mal de choses. Donc nous allons éclaircir tous ces points-là, ainsi que de l'utilité aussi d'avoir un porte-avions, parce que pour beaucoup c'est devenu un coût exorbitant, totalement inutile et facile à couler. C'est oublier beaucoup de choses, donc j'espère que tous ces points-là éclairciront votre esprit et votre critique. Allez, c'est parti. Alors le fait est que si le porte-avions fait toujours l'objet de nombreuses critiques, il est aussi doté de capacités opérationnelles, technologiques et politiques aussi, qui en font un outil sans équivalent à disposition des états-majors et des autorités politiques, qui peuvent aisément justifier son existence, mais qui dans le même temps interrogent sur la nécessité d'un second porte-avions, pour assurer la permanence de ces mêmes capacités jugées uniques et indispensables. Cependant, peut-on en conclure aussi que l'avenir du porte-avions est pour le moins menacé. Mais comment alors expliquer dans ce cas que toutes les grandes marines du monde fournissent des efforts significatifs pour se doter rapidement de tels navires, et je tiens à préciser qu'en 2035, il naviguera plus de porte-avions sur les mers qu'il n'en a jamais navigué depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pour répondre à tout cela, je vais aussi vous faire un petit historique de toutes ces menaces. Ces dernières années, la pertinence du porte-avions a été fréquemment remise en cause, en France comme aux États-Unis, y compris au sein des armées. Pour ces détracteurs, le porte-avions est désormais un outil obsolète, trop vulnérable pour représenter un atout quelconque opérationnel. Cette perception a été accrue avec l'apparition des missiles balistiques anti-navires, comme le DF-21D et le DF-16 chinois, mais surtout le missile hypersonique anti-navire Tsirkon russe. Présentés comme certains imparables, ces nouveaux missiles seraient en effet capables d'atteindre une cible majeure comme un porte-avions ou un grand navire amphibie à plusieurs centaines voire plusieurs milliers de kilomètres sans qu'il soit possible de s'en protéger et de l'intercepter. En outre, les investissements nécessaires pour concevoir, construire et mettre en œuvre un porte-avions moderne, son groupe aérien embarqué et son escorte de frégates, destroyers, navires logistiques et sous-marins pourraient, toujours selon ses détracteurs, être bien mieux employés dans d'autres domaines également sous tension. Les questions concernant l'arbitrage budgétaire ont une évidente légitimité. Le porte-avions est avant tout un outil portant une importante dimension politique et c'est au niveau politique qu'il doit être arbitré pour décider s'il est préférable d'avoir un porte-avions opérationnel ou 5 ou 6 escadrons de chasse et les escadrons de soutien qui les accompagnent. La France et la Grande-Bretagne acceptent ce sacrifice, d'autres non. En revanche, la question de la prétendue vulnérabilité du porte-avions face aux nouvelles menaces n'est pas un enjeu et n'est pas nouvelle. Certes, de nouveaux missiles anti-navires sont apparus, toutefois leur performance ne constitue dans les faits, si on regarde bien, qu'une évolution des performances qu'avaient certains missiles plus anciens, notamment les missiles anti-navires supersoniques soviétiques, qui évoluaient au-delà de Mach 1 en transit et Mach 3 ou 4 en attaque finale. Ce n'est pas la première fois que la fin du porte-avions est annoncée. Ainsi, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, nombre de hauts gradés au Pentagone, mais également au sein des armées européennes, estimaient que le porte-avions n'avait désormais plus de rôle à jouer avec l'arrivée des armes nucléaires. La guerre de Corée et le débarquement stratégique d'Inchon montra aux militaires américains que l'arme nucléaire n'était pas la solution à toutes les crises, et que le porte-avions restait aussi un outil indispensable pour contrôler les océans et pour protéger les actions amphibies. Le rôle des porte-avions lors des conflits de 1950 à 1960 ne fit qu'accroître cette certitude. Et c'est alors que la Russie va commencer à se doter de bombardiers à long rayon d'action armés de missiles anti-navires lourds à longue portée. Les M4 Bison étaient alors remplacés par les Tupolev 16 bas de guerre et des Tupolev 22, capables d'emporter des missiles anti-navires comme le KH-22 d'une portée de 600 km et d'une vitesse terminale en piqué supérieure à Mach 4. Vous voyez, ce n'est pas nouveau. La situation va devenir encore plus difficile avec l'entrée en service des premiers Tupolev 22M Backfire, un bombardier lourd, supersonique, capable d'emporter à 2500 km et à Mach 1,9 3 missiles KH-22. Là encore, de nombreuses voix vont s'élever pour souligner l'obsolescence et la vulnérabilité apparente du porte-avions et surtout en Occident.
Et là encore, le porte-avions va s'imposer comme la solution pour contrer cette menace. Par l'association du nouveau chasseur, le F-14 Tomcat, que je ne vais pas présenter, emportant jusqu'à 6 missiles RR à longue portée AIM-54 Phoenix, conçus pour intercepter les bombardiers russes et éventuellement les missiles lancés contre la flotte. Le système Aegis, associé au radar SPY-1 et au missile SM-2, qui deviendra la colonne vertébrale de la protection anti-aérienne des porte-avions assurée par les croiseurs Ticonderoga, bientôt renforcés par les destroyers Alary Burke. Quant au porte-avions, il va s'avérer indispensable à la gestion de toutes les crises dans le monde, du début des années 70 à aujourd'hui, qu'il s'agisse de la crise irakienne, iranienne ou libanaise, de la guerre des Malouines, des tensions avec la Corée du Nord, de l'intervention dans la guerre des Yougoslaves, des crises syriennes, libyennes et même l'intervention en Afghanistan. De fait, l'apparition d'une nouvelle menace n'a jamais jusqu'à présent signé la fin du porte-avions. Et là, on l'a bien vu. Et pas davantage que le missile anti-aérien a mis un terme aux besoins d'avions de combat et que le missile anti-char n'a mis un point final à la suprématie des chars de combat dans le combat terrestre, l'arrivée des missiles anti-navires et désormais des missiles anti-navires hypersoniques n'aura été un critère signant l'obsolescence des porte-avions ni de leur rôle et capacité opérationnelle unique. Comme ce fut dans le cas des années 70, comme nous l'avons dit, avec la conception du système Aegis et du couple F-14 Tomcat et du missile Phoenix pour contrer la menace que représentaient ces nouveaux missiles soviétiques, de nouveaux missiles et systèmes défensifs sont en cours de développement pour contrer les missiles balistiques, hypersoniques ou non, anti-navires. A ce titre, les destroyers américains ont pu employer avec succès le nouveau missile SM-6 pour intercepter les missiles outils en mer Rouge, ce qui tend à indiquer qu'ils seront aussi capables d'intercepter les DF-21D et DF-16, les fameux tueurs de porte-avions chinois qui avaient tant fait couler d'encre il y a quelques années. Il est probable aussi qu'un missile comme l'Aster 30 français soit lui aussi d'une telle interception. Il en va de même de la menace hypersonique. À chaque fois, l'apparition d'une nouvelle menace fut suivie quelques années plus tard par l'apparition d'une nouvelle protection, dans une évolution des systèmes qui n'a jamais cessé depuis la première lance et le premier bouclier. Et c'est précisément pour contrer les missiles hypersoniques, anti-navires ou autres, que plusieurs programmes ont été lancés, alors aux États-Unis, en Russie, mais aussi au niveau européen, en l'occurrence avec le programme Twister, un nouveau missile, l'Aster Block 1 NT, conçu pour intercepter les missiles balistiques d'une portée inférieure à 1500 km. Potentiellement, ce missile pourra donc intercepter plusieurs menaces hypersoniques, utilisant la trajectoire balistique, comme le Kinzhal et le DF-21D. Il pourra même contrer le DF-16-26 chinois, mais uniquement sur la partie trajectoire. Or, l'entrée en service du prochain porte-avions français, le PNG, que j'ai vu dans les commentaires qui a souvent été critiqué en disant qu'il était tout à fait inutile et facile à couler, correspond aussi également avec la date de remplacement des deux chiens de garde du Charles de Gaulle, les deux frégates de défense aérienne Horizon de la classe Forbin. Leurs remplaçants seront donc très probablement équipés de ce nouveau système antimissile capable de protéger le porte-avions, ainsi que l'ensemble du groupe aéronaval qui l'entoure. Les frégates de défense et d'intervention et les deux FREMM de la classe Alsace et Lorraine verront quant à eux très certainement cette capacité intégrée à l'occasion d'une phase de modernisation courant 2030. Dès lors, le futur PNG français ne sera pas plus exposé que ne l'est aujourd'hui le porte-avions Charles de Gaulle. En d'autres termes, il n'est plus possible aujourd'hui de revendiquer la supériorité technologique sur un espace de conflictualité navale ou autre. Le porte-avions n'est pas plus exposé ou vulnérable qu'il ne l'a été auparavant, tout en conservant des capacités exceptionnelles. Et nous allons en venir à l'utilité d'un porte-avions. Ces atouts uniques sont au nombre de 4. Le premier d'entre eux repose sur la polyvalence sans équivalent d'un porte-avions de son groupe d'action navale à la mer. Cette polyvalence a été aussi démontrée ces dernières années par le déploiement de l'USS Eisenhower par exemple en Méditerranée et au Proche-Orient. Initialement, la mission du Carrier Strike Group de l'Eisenhower était d'effectuer une démonstration de force au large des côtes israéliennes suite à l'attaque du 7 octobre pour contenir le conflit et empêcher son extension. Après quoi, elle fut envoyée dans le golfe d'Aden, d'abord pour protéger les navires commerciaux des frappes outils, puis pour mener des frappes contre ces mêmes infrastructures desquelles les missiles étaient lancés. De fait, au cours d'un même déploiement, le navire, son groupe aérien embarqué et son escorte ont effectué plusieurs missions de nature très différente, aussi bien offensives que défensives et même purement géopolitiques.
En effet, le groupe aérien du porte-avions, ses moyens propres et ceux de son escorte, confèrent au groupe d'action navale une polyvalence supérieure à celle de n'importe quelle unité navale, et même aérienne, susceptible non seulement de remplir un très vaste panel de missions, mais de les remplir simultanément ou successivement lors d'un même déploiement. Alors, et du côté français, un porte-avions est-il toujours utile? Parce que ça revient régulièrement aussi dans la presse, dans les critiques et dans certains commentaires que j'ai pu lire. Après tout, les avions de l'armée de l'air disposent aujourd'hui de la capacité de mener des missions à plusieurs milliers de kilomètres, comme dans le cas de l'opération Hamilton contre les installations chimiques en 2018, ou de se déployer dans un pays ami, comme sur la base aérienne projetée jordanienne. Là encore, il s'agit d'arguments légers, et à tort aussi. Ainsi, si l'armée de l'air a effectivement pu mener l'opération Hamilton pour frapper les installations chimiques en Syrie, elle a dû mobiliser pour cela des moyens considérables, notamment 5 avions ravitailleurs KC-135 et 2 AWACS. Calqués sur une opération poker de frappe nucléaire, l'armée de l'air n'aurait en revanche jamais pu réitérer ses frappes dans un rythme soutenu. On peut même se demander si elle pouvait simplement en mener une seconde à court terme, si la frappe avait échoué pour une quelconque raison d'ailleurs. Cette opération démontre également les limitations des bases aériennes projetées. Il eût été en effet bien plus simple de faire décoller des Rafales par exemple de la base jordanienne de Prince Hassan. Pourtant, décision fut prise de mener la mission à partir de Saint-Dizier et d'Orange, à quelques 1800 km de là quand même. La raison est évidente, les autorités jordaniennes n'auraient pas accordé l'autorisation d'utiliser leurs infrastructures pour mener ce raid, car le pays aurait potentiellement été exposé à des représailles syriennes, voire même russes, tant sur le plan militaire que politique. Et c'est bel et bien là la principale limite d'une force aérienne dénuée de porte-avions. Pour peu que la cible ait été plus distante, la France n'aurait probablement pas pu frapper autrement qu'avec ses MDSN lancés à partir de ses frégates. Et le Charles de Gaulle eût été disponible à ce moment, il était alors en indisponibilité périodique. Les autorités françaises auraient très probablement employé les moyens aériens du porte-avions pour frapper, plus simplement et plus efficacement. Car comme l'a montré le déploiement du Charles de Gaulle, mais également des Nimitz américains, bon ça reste pas la même taille, mais quand même ça vous donne une idée, le porte-avions reste la plateforme de prédilection pour maintenir dans la durée une projection de puissance, indépendamment d'arbitrages extranationaux. Alors si les frégates et les sous-marins peuvent lancer des frappes ponctuelles, seule la force aérienne est en mesure de soutenir l'effort sur une longue durée et délivrer des frappes multiples et précises sur des cibles mouvantes au moment où cela s'avère nécessaire. C'est également l'outil militaire aujourd'hui le plus adéquat pour venir à bout de systèmes de protection en déni d'accès, de par l'allonge de ses moyens aériens et la puissance de feu de ses moyens d'escorte. Enfin, le porte-avions est par nature un outil évolutif, qui est capable de faire évoluer ses moyens aériens au fil du temps, et donc ses capacités opérationnelles. Pour exemple, l'USS Midway entra en service en 1945 avec son bord des L4, des L-Driver et des Avenger. Il quittera le service quand même en 1992, après avoir été le navire amiral de la Task Force envoyé contre l'Irak de Saddam Hussein, avec à son bord des Intruder, des Hornet et des Prowell. Non seulement le porte-avions est-il d'une polyvalence inégalable, mais il dispose en outre d'un atout remarquable, sa capacité à durer au combat. En effet, contrairement à la plupart des navires militaires, le porte-avions a la possibilité de régénérer, voire de remplacer dynamiquement ses moyens offensifs et défensifs au cours d'un même déploiement. Le porte-avions peut en effet maintenir une posture opérationnelle beaucoup plus proche des cibles visées et donc mener des frappes quotidiennes, tout en économisant le potentiel de vol de ses aéronefs pendant plusieurs mois. Ainsi, l'USS America, le CVA-66, a été déployé en mission opérationnelle au large des côtes vietnamiennes durant 292 jours, de juin 1972 à mars 1973, quand même. Faute de disposer d'un allié qui accepte l'utilisation de ces bases, comme c'était le cas pour les frappes contre la Syrie, la base aérienne française de Jordanie ne pouvant être employée pour cette mission, le porte-avions est donc en conclusion le seul à maintenir une pression constante et soutenue sur le dispositif adverse. Le porte-avions et son groupe naval aussi se caractérisent également par une importante évolutivité, lui conférant de nouvelles capacités qui ne s'imaginaient peut-être pas lors de son entrée en service. Donc je vous ai parlé effectivement
de l'USS Midway, mais on va parler aussi de l'USS Nimitz, qui a été entrée en service en 1975, qui se composait initialement de F-4 Phantom, A-6 Intruder et A-7 Corsair II, à la sortie de la guerre du Vietnam. Ce même Nimitz se compose dorénavant de FA-18 Super Hornet et Hornet, de EA-18G et de E-2C, lui conférant des possibilités sans commune mesure avec son groupe aérien initial. Ces sister ships emportent quant à eux le nouveau F-35C et certains pourraient même accueillir le futur NGAD. Quoique le NGAD actuellement on ne sait pas trop ce qu'il en est. Je reviendrai sur une autre vidéo dessus, mais entre le moment où j'écris la vidéo, je la monte, etc., il y a pas mal d'évolutions. Donc le NGAD est pour le moment dans les cartons, c'est pas trop si ça va ressortir. Bref, on y reviendra. L'escorte aussi du porte-avions Nimitz a évolué. Nous avions des croiseurs Long Beach ou California, des destroyers Spruance, des frégates Knox et des sous-marins Los Angeles. Maintenant nous avons des destroyers Alray Burke, les croiseurs Ticonderoga, armés du système anti-aérien et anti-balistique Aegis comme nous l'avons vu, de missiles de croisière Tomahawk et de sous-marins de la classe Virginia. En outre, par son volume et sa capacité énergétique, le porte-avions lui-même est une plateforme nativement conçue pour être évolutive. Ainsi, le Charles de Gaulle, on va revenir un petit peu, j'alterne un peu entre les côtés américains et français, c'est plutôt assez intéressant. Le Charles de Gaulle français, lui, s'est vu doté au fil des années de nombreuses capacités nouvelles. La dernière fut le nouveau radar AESA, à face plane Sci-Fi Sercent de Thales, qui lui permet de contrôler un espace aérien sur 350 km de rayon, étendu par les capacités de détection des nouvelles frégates FDI, qui elles aussi sont équipées du même radar, et du nouvel avion radar E2D. Cette capacité a évolué et a intégré de nouveaux moyens pour répondre à l'évolution de la menace sur les différents espaces de conflictualité, est à ce titre présenté comme l'un des enjeux clés du développement du nouveau porte-avions nucléaire PNG de la Marine nationale. Enfin, le porte-avions peut se parer d'une dernière vertu que très peu de moyens militaires peuvent égaler, tout au moins dans le domaine conventionnel. En effet, au-delà de son potentiel offensif et défensif global, de sa capacité à faire peser une menace constante sur l'adversaire, le porte-avions a un atout majeur dans la guerre moderne. Il dispose d'une visibilité aussi importante que modulable. Ainsi, l'envoi d'un porte-avions et de son escorte à proximité d'un espace de crise constitue aujourd'hui un message politique et diplomatique d'une immense portée qui ne peut objectivement être dépassé que par le déploiement de missiles de capacité nucléaire ou d'une force armée conventionnelle considérable. Il s'agit pour les pays qui disposent de cet outil souvent du dernier avertissement, précédant une frappe massive, qui d'ailleurs a fréquemment eu les effets escomptés, y compris contre des pays ennemis, comme l'Iran, la Syrie, la Libye ou la Corée du Nord. Et dans le même temps, par sa grande mobilité, le porte-avions sait aussi se faire discret quand il le faut, lorsque cela est nécessaire. Bien que remis en question par certains, le porte-avions demeure aujourd'hui un outil sans équivalent en matière de guerre navale, et ce dans de nombreux domaines. Sa polyvalence, sa capacité à durer, son évolutivité, sa visibilité, il confère aux pays qui en disposent et à leur marine un potentiel opérationnel et politique unique pour agir sur une crise ou un conflit ayant une dimension navale. Reste qu'il s'agit d'un outil onéreux, ça il faut le dire, que l'on peut aisément comparer à l'autre bout du spectre naval avec les sous-marins à propulsion nucléaire, aussi discret, invisible et spécialisé que le porte-avions est ostentatoire, visible et polyvalent. Il est d'ailleurs intéressant de constater que ce sont les pays qui disposent également de ce type de sous-marin qui par ailleurs alignent les porte-avions les plus importants. Bon, après c'est la même technologie nucléaire. Reste qu'en France, si la question du remplacement du Charles de Gaulle par le PNG ne semble plus se poser, celle de la construction d'un second navire de même type ou de dimension plus réduite et doté d'une propulsion conventionnelle pour en optimiser les coûts et le potentiel export ne semble pas non plus sérieusement considérée, alors qu'un unique navire ne permet d'en avoir la puissance opérationnelle que 40 à 50% du temps, dans le meilleur des cas. En outre, en dépit des surcoûts engendrés par une telle décision, des solutions existent précisément pour en réduire les effets de captation sur les autres budgets des armées, comme la coopération internationale européenne avec des pays comme la Belgique et les Pays-Bas, dont les frégates escortent fréquemment le Charles de Gaulle ces dernières années. Il faudra donc dans un avenir proche mettre en cohérence les positions et les besoins opérationnels avec les ambitions politiques, mais surtout les moyens conférés aux armées, en particulier dans le domaine économique. Et voilà les bergers, c'est la fin de la vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis à ciao, bonsoir.